Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Aïd Bellassène, chroniqueur à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique Claude Leroy, battu mais jamais effacé, le mystère de son règne sans fin à la Cannes. Nous plongeons dans les coulisses du pouvoir et de l'identité sur les bancs de touche du continent. Pendant longtemps, le football africain a été raconté à travers une grille de lecture simpliste. Le talent viendrait du Sud, la science du jeu du Nord. Cette vision, héritée de l'époque coloniale, a façonné les bancs de touche autant que les imaginaires. Or, certaines trajectoires ont fissuré ce récit, non pas en imposant une domination extérieure, mais en révélant une forme plus subtile de pouvoir, celui de la compréhension culturelle, de l'adaptation et du temps long. L'histoire du football africain moderne ne peut être comprise sans ces figures intermédiaires, à la fois étrangères et profondément enracinées dans le continent. Le football africain, une histoire de pouvoir, pas seulement de ballon. À partir des années 80, la Coupe d'Afrique des Nations devient bien plus qu'un tournoi sportif. Elle se transforme en scène politique, diplomatique et identitaire. Les États y projettent leur image. Les peuples y cherchent reconnaissance et fierté, et le football devient un langage commun dans des sociétés fragmentées. Dans ce contexte, l'entraîneur n'est plus seulement un technicien, il est médiateur, psychologue, parfois même diplomate officieux. Réussir en Afrique ne dépend pas uniquement d'un schéma tactique, mais de la capacité à lire les codes sociaux, les croyances, les hiérarchies invisibles. Ceux qui ont marqué durablement le football africain depuis les bancs de touche ont compris une règle simple. L'autorité ne s'impose pas, elle se négocie. Là où certains ont échoué en reproduisant mécaniquement des méthodes européennes, d'autres ont accepté de se laisser transformer par le terrain africain lui-même. Humilité, immersion, proximité avec les joueurs et les populations, ces qualités ont souvent pesé plus lourd que les diplômes ou les réputations importées. Le football africain a aussi été un formidable accélérateur de trajectoires humaines. Il a permis à des talents longtemps invisibles de franchir les frontières symboliques et géographiques. Dans ce rôle, certains entraîneurs ont agi comme des passeurs entre deux mondes, repérer, convaincre, rassurer, ouvrir des portes. Ce travail de l'ombre a contribué à inscrire l'Afrique dans la mondialisation du football professionnel bien avant que les centres de formation et les réseaux d'agents ne s'institutionnalisent. Mais réduire cette période à une simple ère des entraîneurs étrangers serait une erreur historique. Elle correspond surtout à une phase d'apprentissage collectif. Les fédérations africaines se structuraient, les compétitions gagnaient en visibilité, les États comprenaient l'enjeu stratégique du sport. Dans ce laboratoire, l'expertise venue d'ailleurs a parfois servi de catalyseur, parfois de miroir. Elle a mis en lumière une évidence. Le savoir-faire ne pouvait durablement rester importé, du banc importé à la souveraineté sportive africaine. Depuis une dizaine d'années, un basculement s'opère. Les succès continentaux et mondiaux obtenus par des entraîneurs africains incarnent une reconquête symbolique. Il ne s'agit plus seulement de gagner des titres, mais de reprendre la maîtrise du récit, former, diriger, transmettre. Le football devient un espace de souveraineté culturelle. Ce mouvement n'efface pas le passé, il le dépasse. Les figures étrangères qui ont marqué l'histoire ne sont pas rejetées, elles sont reclassées comme des étapes, non comme des modèles éternels. Ce tournant révèle une transformation plus profonde. L'Afrique sportive n'est plus uniquement un réservoir de talents bruts, elle est désormais productrice de méthodes, de vision et de leadership. Le banc de touche, autrefois symbole de dépendance, devient un lieu d'affirmation. Cette évolution rejoint une dynamique géopolitique plus large, celle d'un continent qui cherche à parler en son nom, dans ses propres termes, sans rompre avec le monde. Relire cette histoire aujourd'hui, c'est comprendre que le football a servi de terrain d'expérimentation pour des rapports de pouvoir plus vastes. Qui décide, qui transmet,
qui raconte la victoire. Les entraîneurs étrangers qui ont su durer ne l'ont pas fait par domination, mais par adaptation. Et paradoxalement, c'est en acceptant de ne pas être indispensables qu'ils ont laissé une empreinte durable. L'époque actuelle marque donc moins une rupture qu'un aboutissement. Le football africain entre dans une phase de maturité où l'héritage se transforme en autonomie. Les bancs de touche racontent désormais une histoire plus équilibrée, celle d'un continent qui a appris, observé, intégré, puis pris le relais. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'hôte de l'ODJ Média aujourd'hui, j'ai tenu à vous restituer chaque mot de ma chronique avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où nous explorerons ensemble de nouveaux horizons. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.